Le cinéma, ce monde insaisissable où l'on peut rire, pleurer, cogiter ou être terrifié. Certains métrages parfois nous déçoivent, d'autres nous donnent du baume au cœur, plusieurs peuvent nous faire passer de bons moments, mais tous ont une chose en commun, ils ont une influence dans notre quotidien. Vous savez, ces débordements causés par un film, et on connaît tous un pote qui a été traumatisé par E.T. À grande ou petite échelle, le cinéma se transforme parfois en une chose étrange avec des implications dans la vie réelle, qui peuvent soit être marrantes et cocasses, soit bien plus sombres et traumatisantes. Dans cet épisode, vous allez découvrir que l'étrange au cinéma peut parfois déborder dans notre réalité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinétrange. Les amis, soyez les bienvenus dans cet épisode de Cinétrange un peu particulier. D'habitude, je vous présentais plusieurs films étranges, perturbants, voire carrément traumatisants. Pour cette troisième saison, plus axée sur les effets de la fiction dans la réalité, j'avais envie de changer un peu. Nous allons voir ensemble plusieurs anecdotes sur le cinéma et ses conséquences dans la vie réelle. Parfois absurdes, parfois plus inquiétants, il n'en reste pas moins que ces faits sont tous étranges et basculent parfois dans la tragédie. On va y aller par paliers, du plus léger au plus sombre, et on commence tout de suite avec une section dédiée au public. Parce que au final, nous, spectateurs, nous sommes toujours en première ligne. On peut dire que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Sorti en 1999, il remet le sous-genre du found footage au goût du jour. C'est l'un des succès cinématographiques les plus rentables de tous les temps. Tout ça avec l'histoire de 3 jeunes qui se paument en forêt et se retrouvent confrontés à des phénomènes paranormaux. Et ça n'a pas empêché plusieurs spectateurs de vomir pendant la séance. Alors pas parce que c'était horrible, parce que la caméra bougeait trop. En 1999, à sa sortie, le public n'avait pas l'habitude de cette pratique de caméra à l'épaule, et plusieurs spectateurs ont retrouvé leur repas sur les genoux. Et même ça n'a pas entaché la réputation du film. Ce qui n'est pas le cas des pantalons des spectateurs. Lors de sa sortie en 1929, ce film surréaliste de Louis Buñuel, assez hardcore pour l'époque, il faut le dire, a suscité énormément de remous. Le public criait, sifflait et insultait le réalisateur lors des projections. Le style surréaliste du film n'a apparemment pas plu à tout le monde. Dans sa biographie, Louis Buñuel raconte même que lorsqu'il se rendait à certaines projections, il venait les poches remplies de cailloux au cas où il devait riposter contre une attaque des spectateurs. Il n'a cependant jamais été agressé. Mais quand un réalisateur se prépare au pire, c'est que le film doit faire son petit effet. Ben oui, il n'y a pas que le cinéma d'horreur où ça peut partir en cacahuète. Lors de sa sortie en 1937, durant certaines projections, des enfants se sont mis à crier, à pleurer et certains ont quitté la salle lors de l'apparition de la sorcière. Le public, et notamment les plus jeunes, n'étaient pas habitués à ce degré d'intensité émotionnelle dans un film d'animation. Plusieurs journaux américains ont parlé de cette vague de terreur enfantine et même le Walt Disney Family Museum rapporte quelques témoignages de parents de l'époque. Comme quoi, même un film pour enfants peut provoquer des réactions inattendues. Si on veut de l'horreur bien comme il faut, L'Exorciste reste quand même une masterpiece du genre. Et ce film a eu un public très réactif. Vomissements, malaise, panique, secours appelés pendant les séances. Les salles de cinéma en 1973 étaient de véritables lieux d'angoisse et de terreur pour ceux qui découvraient ce film extrêmement dérangeant pour l'époque. Et ici, les effets étaient clairement dus à la teneur anxiogène du film et non au mouvement de la caméra. Le plus dingue, c'est qu'après la sortie du film, les témoignages et demandes d'exorcisme ont explosé auprès de l'Église catholique. Certains journaux ont transformé cela en vague de possession. Il s'agissait principalement de spectateurs ressentant avoir été influencés par le film.
Que l'exorciste booste les demandes d'exorcisme, c'est pas banal. Depuis toujours, le public fait partie des expériences cinématographiques. On raconte souvent qu'une des premières projections de l'histoire, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat des Frères Lumière, a été le théâtre d'une panique générale. Les spectateurs auraient été persuadés que le train allait leur foncer dessus. Au fond, ce sont les spectateurs qui font vivre le cinéma et parfois, ça déborde un peu. D'ailleurs, comment fait-on pour attirer le spectateur ? Eh bien parfois avec des campagnes marketing bien étranges. On va parler de campagnes marketing un peu folles ou de stratégies parfois borderline pour la promotion de certains films. J'aurais pu vous parler de tout ce qui entoure le projet Blair Witch car c'était assez dingue. Les acteurs étant peu connus et ne devant pas se montrer en public pour la promotion du métrage, beaucoup de spectateurs ont cru que les images du film étaient vraies, ou du moins étaient une reconstitution d'un événement bien existant. Mais j'avais plutôt envie de démarrer cette section avec son cousin. Là, c'est un peu spécial. Le métrage suit l'histoire d'un jeune couple aux prises avec des phénomènes paranormaux dans leur maison, le tout filmé en mode found footage. Le film, au départ, ne sortait dans une ville que si assez de personnes en faisaient la demande, via une plateforme en ligne appelée Demand It sur Eventful. Si assez de personnes le demandaient, une projection était organisée en précisant « You demanded it, you got it ». Traduit non littéralement par « tu l'as voulu, tu l'as eu, et tu vas faire dans ton froc ». C'est sympa comme campagne marketing, non ? Si on ajoute à cela les vidéos promotionnelles avec les réactions du public, vendant non le film mais la peur qu'il insuffle, une sortie nationale aux États-Unis qui s'est faite lentement de manière crescendo, et le marketing qui suggérait aux personnes cardiaques de ne pas aller voir le film, on peut dire que la campagne était un succès. Avec 15 000 $ de budget initial et environ 200 000 $ de post-production et marketing, le film a engrangé plus de 190 millions de dollars dans le monde, en faisant un des films les plus rentables de tous les temps. Et ça, simplement parce qu'on a laissé les spectateurs le demander, tout en leur précisant que l'expérience risquait d'être trop intense. Plus on va augmenter l'effet que le film est dangereux, malsain, interdit, plus l'engouement va être fort. Comme quoi, nous, spectateurs, on aime bien braver l'interdit. Le 12 juillet 2007, lors d'une projection de Transformers, le public a eu droit à une bande-annonce peu commune. On y voit la tête de la Statue de la Liberté s'écraser en plein dans Manhattan. Pas d'explication, pas de logo, juste une date, le 18 janvier 2008. À ce moment-là, ça part en douille sur Internet. Les forums de cinéma ne parlent que de ça et les enquêteurs cinéphiles du web cherchent des indices. Et j'en faisais partie. Des faux sites sont découverts, notamment un sur le Slusho, une boisson fictive de l'univers de J.J. Abrams, le réalisateur du film, et un sur la Tagroato, une fausse multinationale. On découvre le nom d'employés qui ont tous un profil MySpace, on est en 2007 je le rappelle, et des indices sont laissés sur les différents sites et profils pour en apprendre plus sur l'histoire de ce futur film, sans aucune image du monstre qui s'y trouve. La hype est totale. Des infos sur le monstre commencent à circuler, comme des images floues ou des concept arts improbables, et là, c'est l'explosion sur les forums avec cette unique question, c'est quoi ce film ? Pour finir, le 18 janvier 2008, Cloverfield débarque sur les écrans, permettant à des millions de spectateurs de découvrir ce qui ressort de cette campagne tentaculaire. Au final, le film suit l'histoire, caméra à l'épaule, de l'attaque de New York par un monstre géant. Depuis le projet Blair Witch, on n'avait pas revu une campagne aussi gigantesque. Et ça a payé. Avec un budget de 25 millions de dollars, le film engrange au total plus de 170 millions de dollars à travers le monde. Comme quoi, ne rien montrer, ça peut rapporter beaucoup. Bien avant le 4DX avec des sièges qui bougent et des effets d'eau et de vent, il y a eu le Percepto en 1959. Cette histoire est complètement dingue et est liée au film The Tingler, ou le désosseur de cadavres en français. Dans les grandes lignes, le film suit un médecin qui pense que la peur est un parasite qui grandit sur la colonne vertébrale et que le seul moyen de le diminuer est de crier.
Lors des projections, dans certaines salles de cinéma, le réalisateur William Castle a fait installer un appareil vibrant appelé Percepto sous les sièges. Dans une scène clé du film où la créature semble s'échapper de l'écran pour se balader dans la salle de cinéma, l'image se coupe et on entend la voix de l'acteur principal, Vincent Price, s'adresser aux spectateurs. Ladies and gentlemen, please do not panic, but scream! Scream for your lives! L'appareil Percepto se mettait alors en route, créant une véritable expérience sensorielle et donnant l'impression que le monstre se baladait entre les sièges. Oh, je sais pas pour vous, moi je trouve que pour les années 50, c'était complètement cocodingo comme concept. Là, on proposait aux spectateurs bien plus qu'un film, c'était une expérience sensorielle, un piège interactif. William Castle, le réalisateur, a fait encore bien d'autres projets assez fous comme celui-là. Si vous voulez qu'on en parle dans une vidéo dédiée, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parfois, on peut aussi surprendre le spectateur avec des cadeaux intrigants. Même délire pour Le Cercle, sorti en 2002. Vous savez, cette histoire de cassette vidéo maudite avec une gamine qui sort d'un puits pour venir vous faire mourir de peur après avoir vu des images maudites? Eh bien, les images en question se trouvaient sur une VHS distribuée anonymement dans plusieurs cinémas, vidéoclubs, hôtels ou centres commerciaux. Juste une cassette vidéo, sans étiquette, ni titre, ni note. Soyez honnête, si vous tombiez sur quelque chose comme ça, vous auriez envie de savoir ce qu'il y a dessus, pas vrai? J'imagine la tête de ceux qui ont regardé la vidéo sans aucun contexte. On peut ajouter à cela la diffusion de la vidéo maudite dans les cinémas, ceci avant la bande-annonce officielle, le passage maudit à la télévision durant la nuit, coupant un programme en cours, là encore juste avant le logo de DreamWorks, mais sans plus de contexte. Et on obtient une campagne virale qui a collé la frousse à beaucoup de monde avant même la sortie du film. Là, ça mériterait clairement une vidéo dédiée, mais je voulais quand même vous en parler. C'est l'exemple type du concept marketing qui part complètement en douille. En 1980, le sulfureux Cannibal Holocaust sort au cinéma. Montrant les images soi-disant réelles d'un groupe de journalistes rencontrant une tribu cannibale, ça a créé un véritable tollé. Et le réalisateur, Ruggero Deodato, a vraiment eu chaud aux fesses. Déjà, pour renforcer l'illusion de la disparition des acteurs dans le film, ces derniers signent un contrat où ils s'engagent à disparaître de la vie publique pendant 1 an. Pas d'interview, pas de photos, pas d'apparition, rien. Vu le contenu du film et la disparition des acteurs, la justice italienne commence à soupçonner que certaines morts pourraient bien être réelles. Ruggero Deodato doit alors faire venir les acteurs devant le tribunal pour prouver qu'ils sont bien vivants. Le réalisateur sera finalement condamné avec sursis pour les scènes de cruauté animale, tandis que le film sera interdit dans plusieurs pays. En partant d'une idée marketing de faire disparaître les acteurs de la vie publique tout en précisant que le film était un des plus choquants jamais réalisés, Ruggero Deodato ne s'est pas douté une seule seconde que cela aurait pour effet de faire de son film un des plus controversés de l'histoire du cinéma et qui va durablement marquer sa carrière. Des campagnes complètement folles, il y en a encore plein. J'avais déjà parlé dans un épisode de Cinétrange sur les publicités de celle pour Carrie la Vengeance sortie en 2013, avec sa caméra cachée bien fichue ou encore des spots en ligne pour le dernier exorcisme qui ont bien fait flipper les internautes. Il arrive aussi parfois que les films créent des effets secondaires imprévus qui s'ancrent dans la réalité pour très longtemps. En 1975, un film qui va radicalement modifier le comportement humain débarque sur les écrans. Les Dents de la Mer. Ce métrage a littéralement transformé notre manière de voir la mer et l'océan. Fin 1975, on assiste à une explosion des cas d'aquaphobie, la peur de l'eau, et de squalophobie, la peur des requins. Des centaines de milliers de personnes évitent les plages ou refusent de se baigner de peur de tomber sur un requin. Cela a eu un impact notable sur plusieurs stations balnéaires. Et ce n'est pas la conséquence la plus terrible. Les requins ont été victimes d'une augmentation significative des massacres de leur population dès la fin des 70s. L'image du requin tueur dans le film a été généralisée et ces animaux ont été vus comme des tueurs de sang-froid à éradiquer.
Les Dents de la Mer a hissé les requins au statut de croque-mitaines de l'océan, des bestioles dangereuses, imprévisibles et assoiffées de sang. Une expression académique est même utilisée pour expliquer ce phénomène, The Jaws Effect, ou l'effet des Dents de la Mer. Steven Spielberg lui-même a déclaré plusieurs fois qu'il regrettait l'impact négatif qu'a eu le film sur le public et sa perception des requins. Dans une interview, il dit « Je regrette vraiment que la population de requins ait été décimée à cause du livre et du film. Je le regrette vraiment, vraiment. » Même aujourd'hui, Les Dents de la Mer conservent son impact qui reste un des effets secondaires les plus incroyables de l'histoire du cinéma. Il y a aussi un autre film qui a déclenché une peur irrationnelle et durable, et vous en êtes, peut-être, toujours victime aujourd'hui. Ceux qui l'ont vu savent. En 1990, un téléfilm débarque sur les petits écrans, une adaptation du roman de Stephen King, Ça. Les deux parties de cette fiction ont littéralement fait dérailler la psyché de centaines de milliers de personnes. Le personnage de Gripsou le clown, interprété par le talentueux Tim Curry, a déclenché, ou amplifié, une coulrophobie, la peur des clowns, chez un nombre impressionnant de personnes. Au début des 90s, les standards d'âge pour visionner un film à la télévision étaient moins présents qu'aujourd'hui, et beaucoup de parents ont laissé leurs enfants regarder ce film qui semblait tout mignon avec un clown sympathique. Résultat, des années de psy pour certains, des cauchemars récurrents pour d'autres, et peut-être pour certains d'entre vous, une peur des clowns encore bien ancrée dans votre esprit. Le film de 2017 d'Andy Muschietti a également eu son lot d'effets, mais nous en parlerons un peu plus loin dans la vidéo. Imaginez, vous vous baignez dans l'océan, tranquille, tout se passe bien, et là, tout à coup, vous avez le combo de ces deux peurs cinématographiques qui vous foncent dessus. Flippant, non ? Certains films provoquent des effets secondaires au moment de leur sortie, d'autres attendent sagement dans un coin de notre mémoire jusqu'à ce que la réalité leur donne raison. C'est le cas pour un des événements majeurs que nous avons eu jusqu'ici dans notre 21e siècle, la pandémie de Covid. Début 2020, le virus apparaît et va radicalement changer la face du monde pendant près de 3 ans. Et là, qu'est-ce que certaines personnes ont fait ? Elles se sont ruées sur différents films. Alerte, 28 jours plus tard, Le Fléau, et un en particulier, Contagion, sorti en 2011. Début 2020, le film devient le deuxième titre le plus populaire du catalogue Warner Bros. Sur iTunes. Il est aussi le film le plus regardé pendant 2 semaines consécutives sur HBO Now. Et les visites quotidiennes sur les sites de piratage explosent avec une hausse de plus de 5600%. Et il devient un des films de référence sur la situation bien réelle qu'était la pandémie. Comme si les spectateurs s'étaient tournés vers des films catastrophes pour retrouver un semblant de contrôle. Et ces dernières années, nous avons un exemple tout trouvé, l'intelligence artificielle. Elle fascine, nous aide dans plusieurs de nos tâches et parfois, elle terrorise. Là encore, le public cherche à s'informer ou retrouver un sentiment de contrôle en se replongeant dans plusieurs films. Terminator, Her, Ex Machina, 2001 l'Odyssée de l'espace. Tous ces films connaissent un regain d'intérêt ces dernières années. Certains de ces films sont même utilisés dans des débats sociaux ou dans certaines études pour expliquer l'impact de l'IA sur l'être humain, impact qui, lui, est bien réel. Comme quoi, quand la réalité dépasse la fiction, on se replonge dans l'imaginaire pour échapper à la réalité. Mais il arrive aussi que certains effets secondaires soient positifs. Top Gun a fait exploser les inscriptions à l'US Navy en montrant une facette cool du métier. Le Cercle des poètes disparus a donné un regain d'intérêt pour la littérature et le théâtre dans les universités américaines. Philadelphia a permis au public d'être plus compréhensif face au cas de VIH. Interstellar a fait bondir les inscriptions universitaires dans le domaine de la physique et l'astrophysique. Et Wall-E est vu comme un déclencheur écologique pour les enfants et a permis une prise de conscience des adultes sur la pollution. Comme quoi certains films peuvent s'ancrer dans notre esprit pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Et maintenant démarrons la dernière section, celle des débordements vraiment sombres. Après le trauma du téléfilm du début des années 90, Andy Muschietti nous propose une revisite de l'histoire de Ça en 2017. Et en 2 parties.
ceux qui ont eu leur peur des clowns boostée dans les 90s se retrouvent à nouveau face au terrifiant Gripsou. Et le film a bien fonctionné avec même l'arrivée en 2025 de l'excellente série Welcome to Derry, que je vous conseille. Au moment de la sortie du film, les gens commencent à signaler des individus déguisés en clowns maléfiques un peu partout à travers les États-Unis. Alimenté par les réseaux sociaux, ce qui n'était qu'une rumeur gagne du terrain et devient rapidement une panique collective. Que veulent ces gens ? Vont-ils commettre des crimes ? Sont-ils dangereux ? Préventivement, à travers tout le pays, des écoles sont fermées temporairement, les patrouilles de police sont renforcées et l'on interdit les déguisements de clowns sur la voie publique dans certains endroits, provoquant des annulations d'événements ou de fêtes. Le film d'Andy Muschietti est immédiatement montré du doigt et une publicité gratuite s'ensuit. Warner Bros. A toujours nié toute implication volontaire, mais la présence de Gripsou dans les médias et le trauma encore existant du téléfilm de 1990 amplifient encore le phénomène, qui finit par s'éteindre lentement quelques mois plus tard. Alors, deux choses concernant cette affaire. Tout d'abord, les premiers signalements de clowns ont lieu en 2016, soit avant la sortie du film. Bien qu'il était juste annoncé, on peut imaginer que certains ont dû trouver bonnard que, en pleine nuit, au milieu de la rue, on se balade habillé en clown. Et surtout, cet événement n'a pas eu d'incidence tragique. Beaucoup d'inquiétudes, des conséquences monétaires et morales, mais aucune attaque meurtrière directement liée au phénomène, ce qui est une bonne chose. Ce cas montre cependant qu'avec un simple costume, on peut déjà créer une panique. Et maintenant, les amis, on passe à plus grave. En 1976, Taxi Driver sort au cinéma. Réalisé par Martin Scorsese, le film suit Travis Bickle, interprété par Robert De Niro, vétéran isolé et instable qui travaille comme chauffeur de taxi. On suit la lente distorsion de sa vision du monde, jusqu'à l'irréparable. À sa sortie, le film divise énormément, même s'il est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, notamment en remportant la Palme d'Or au Festival de Cannes, et en étant nommé pour 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Mais un drame intervient 5 ans plus tard. Le 30 mars 1981, l'Amérique entière est choquée par la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan par un certain John Hinckley Jr. Très vite, les autorités se rendent compte qu'Hinckley est fasciné par le personnage de Travis Bickle dans le film. Il imite son comportement et son apparence et explique qu'il a voulu impressionner l'actrice Jodie Foster qu'il idéalise après avoir vu le film. Les médias s'en donnent à cœur joie. Cela inspire cette question, et si certains films pouvaient rendre violents ? Alors précisons que les psychiatres experts qui ont eu des entretiens avec Hinckley ont confirmé que ses troubles mentaux sévères existaient depuis bien avant son premier visionnage du film, et que le métrage n'est pas à l'origine de la violence de l'individu. L'actrice Jodie Foster est mise sous protection, Scorsese et De Niro sont interrogés sur leur responsabilité et le film devient alors, dans l'imaginaire collectif, la figure de proue du leitmotiv « Le cinéma rend violent ». Il a même été présenté durant le procès comme pièce à conviction. Hinckley est reconnu pénalement irresponsable pour aliénation mentale et placé en institut psychiatrique. Il en sort en 2016 sous contrôle strict et est libéré inconditionnellement depuis 2022. Avec Taxi Driver, le cinéma devient un bouc émissaire. Mais avec le prochain film, la question va encore plus loin. Car ce film, lui, parle justement de la fascination pour la violence. Sorti en 1994, Tueur né, réalisé par Oliver Stone, raconte l'histoire de Mickey et Mallory, deux amants meurtriers transformés en icônes médiatiques par une société obsédée par la violence. Le film tend clairement à critiquer la glorification des tueurs et de la violence de manière satirique. En 1995, Benjamin Darras et Sarah Edmondson commettent une série de crimes violents à travers les États-Unis. Ils s'identifient clairement aux personnages du film. Après leur arrestation, la famille d'une des victimes modifie sa plainte à leur encontre pour y inclure Oliver Stone, le réalisateur, et la boîte de production Warner Bros., affirmant qu'ils savaient ou auraient dû savoir que le film inciterait et inspirerait des personnes à commettre des crimes. L'affaire est classée sans suite, les cinéastes et sociétés de production étant protégés par le premier amendement. En 1998, la Cour d'appel intermédiaire de Louisiane annule le jugement en appel, mais en 2001, l'affaire est rejetée, car il n'existe pas de lien de causalité directe entre le film
et les actes commis. Ici, c'est le cinéma qui est directement poursuivi pour responsabilité morale. La question qui va être centrale est: est-ce que le film glorifie ce qu'il dénonce? Pour son réalisateur, ce n'est clairement pas le cas. C'est le reflet d'une société, d'une culture qui court à sa perte. C'est exagéré, oui, et c'est pour cela que je parle de satire, parce que c'est exagéré comme un miroir déformant. Mais ça pousse à réfléchir à notre rapport à la violence et à la télévision. Et des cas liés à ce film, il en existe des dizaines. Un média qui critique la glorification de la violence par les médias, qui devient par les médias le bouc émissaire de la création de la violence. Vous voyez un peu l'ironie? Mais parfois, il n'y a même pas besoin que le film parle de violence pour être accusé. En 2008, c'est une grande claque dans la gueule de tous les fans de super-héros. La sortie du film The Dark Knight de Christopher Nolan. Personnellement, un de mes films préférés. Écriture impeccable, prestation hallucinante du regretté Heath Ledger en Joker, plus de 2 heures de vrai cinéma. Mais le débordement dans la réalité n'est pas directement lié au film, ni même à cet opus précis. Le 20 juillet 2012, lors d'une projection de sa suite, The Dark Knight Rises, au cinéma Century 16 à Aurora dans le Colorado, James Egan Holmes, 24 ans, ouvre le feu dans la salle de cinéma. Il cause 12 morts et fait 70 blessés. Il est arrêté sans opposer de résistance quelques instants après la fusillade. Et là, les médias commencent à s'emballer. Alors que dans le film projeté durant le drame, le Joker n'apparaît même pas. Mais si on ajoute à cela une source policière anonyme disant que l'appartement du tueur était décoré d'objets à l'effigie de Batman, un appel téléphonique à un stand de tir, moins d'1 mois avant le drame avec un étrange message laissé sur un répondeur par Holmes, feignant une voix gutturale que le propriétaire du stand a dit ressemblante à celle du Joker, et que l'on considère sa coupe de cheveux comme un élément se rapportant au Joker, il n'en faut pas plus aux médias pour partir en douille. Les rapports officiels précisent que le tireur souffrait de troubles mentaux sévères, mais n'était en aucun cas obsédé par le Joker ou Batman. Aucun message idéologique n'a été inspiré par The Dark Knight, sorti 4 ans avant. Le choix de la salle avec la projection de ce film a été fait par Holmes car il savait que ça allait être complet. The Dark Knight a été montré du doigt comme un métrage dangereux où des individus pouvaient s'identifier au Joker et commettre des crimes. Alors déjà les médias se réfèrent à un autre film de la franchise et non au film projeté, et en plus aucun lien n'a été établi pendant le procès ou n'aurait été souligné par le coupable. Mais que voulez-vous, quand une tragédie n'a pas de sens, eh bien on en cherche un. Et parfois le cinéma devient ce sens par défaut, comme dans ce cas précis. Suite à ce drame, un renforcement de la sécurité a été fait dans les cinémas et une présence policière plus importante a été déployée, notamment lors de la sortie de Blockbuster. Holmes, lui, a été condamné à la prison à vie. Et pour terminer ce chapitre, on va parler de la réalité qui inspire la fiction, qui inspire la réalité. Est-ce que vous saviez que le film Scream, sorti en 1996, était plus ou moins inspiré par des crimes réels? En 1990, Danny Rowling est arrêté et rendu coupable de 8 meurtres, dont 5 étudiants assassinés à Gainesville, en Floride. Il est condamné à mort en 1994 et exécuté par injection létale en 2006. C'est le scénariste Kevin Williamson qui a l'idée du premier film en lisant des articles sur l'affaire de Danny Rowling. Alors soyons honnêtes, il s'inspire plus de l'angoisse de la présence d'un tueur en série sur un campus universitaire et de la paranoïa généralisée que de l'individu en lui-même. Puis, Scream sort en 1996. En plus d'être un très bon film d'horreur, réalisé par un des maîtres du genre, Wes Craven, il relance la mode des slashers en perte de vitesse depuis quelques années. Succès critique et financier, il faut quand même dire que le 7e opus sortira cette année. Le film joue clairement avec les clichés du cinéma d'horreur et les attentes du public. Il ne glorifie en aucun cas la violence, il la déconstruit. Et comme pour d'autres films, celui-ci possède une longue liste de mentions dans des affaires criminelles, dont celle de l'assassinat de Cassie Jo Stoddart, 17 ans. Le 22 septembre 2006, Brian Draper et Tori Adamczyk,
tous deux 16 ans, des camarades de classe de Cassie, s'introduisent dans la maison où elle se trouvait. Ils firent du bruit pour la terrifier avant de l'assassiner à l'arme blanche, affublée d'habits noirs et de masques blancs. Rapidement arrêtés, les deux adolescents reconnaissent les faits et on retrouve des vidéos d'eux planifiant le meurtre de leurs camarades. Durant les enregistrements, on peut notamment les entendre parler explicitement du film Scream. Durant le procès, il est établi que les auteurs avaient des antécédents psychiatriques lourds et que le film n'avait pas à être inclus dans la procédure judiciaire. Cependant, cela a relancé une nouvelle fois la question de la violence au cinéma et de sa possible implication dans la réalité. Dans le cas présent, le film devient un cadre symbolique pour les tueurs et non un déclencheur à proprement parler. D'ailleurs, ils étaient également particulièrement fascinés par un autre événement dramatique, la fusillade du lycée de Columbine. Je trouvais intéressant de terminer sur ce film parce que comme ça, la boucle est complète. Une histoire fictive inspirée par des crimes réels qui devient, elle-même, un moyen de se mettre en scène pour d'autres tueurs. On dit que la réalité dépasse la fiction, mais est-ce que ça ne serait pas parfois l'inverse ? Le réel et le cinéma. Les deux sont intimement entremêlés. Il ne faut pas oublier que le cinéma est un art, le 7e pour être précis, et que dans ce cas-là, il reste extrêmement subjectif. On peut aimer certains films, en détester d'autres, et cela est du ressort de chaque personne. Il arrive cependant que le 7e art déborde dans notre réalité, influençant nos habitudes, déclenchant des peurs ou des prises de décision dramatiques chez certaines personnes plus fragiles. Les films ne créent pas les criminels, mais parfois ils deviennent des symboles, des raccourcis médiatiques ou des écrans de projection pour des actes qui existaient déjà. Les amis, n'oublions pas que le cinéma reste un divertissement, un moyen de passer un bon moment, de s'évader, de frissonner ou de nous poser de nouvelles réflexions. Quel que soit votre rapport avec ce vaste univers cinématographique, soyez prudents dans vos visionnages et gardez toujours en tête que même si fiction et réalité sont proches, elles n'en restent pas moins complètement indépendantes. Comme quoi l'étrange peut, parfois, brouiller activement la frontière entre ces deux mondes. Fans de ciné, merci d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. De mon côté, je dois vous avouer que ça a été passablement compliqué de l'écrire. C'est difficile d'expliquer cette distinction qu'il y a entre réel et imaginaire tout en restant le plus impartial possible. J'espère que j'y suis arrivé. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et vous pouvez me laisser un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, la partager et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer la petite cloche pour les futures vidéos, dont celle du prochain épisode de Ciné Étrange. On y parlera jeux vidéo et laissez-moi vous dire que ça va être bien angoissant. Merci beaucoup pour votre fidélité, ça me fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo et bien entendu, bon visionnage.